Bonjour à tous, je m'appelle Odile Soulard, je travaille à l'Institut Paris Région à Paris. Je suis économiste urbaniste et je vais vous présenter les travaux que nous avons conduits sur les districts culturels et créatifs. Alors, tout d'abord, un petit mot quand même sur le contexte actuel. Donc, je vais vous faire cette présentation depuis chez moi, puisque Paris et la France sont aujourd'hui à nouveau confinés depuis vendredi 30 octobre. Plus que jamais, la culture nous semble un élément essentiel de nos identités, de cohésion sociale. C'est aussi un secteur économique très important qui aujourd'hui connaît une crise existentielle sans précédent. Donc, évidemment, les districts culturels sont très concernés par ces questions aujourd'hui de fermeture de sites, de baisse de financement. Donc, je vais essayer de vous dresser un peu un portrait des travaux que nous avons menés, mais il faut aussi avoir en tête que le contexte actuel fragilise beaucoup de ces districts que nous avons étudiés. Alors, je vais vous partager mon PowerPoint. Donc, je suis ravie d'être avec vous pour cette 5e édition d'Écosystème à Arte. Je remercie Paola pour cette invitation à partager un peu les travaux que nous conduisons à l'Institut. Voici le plan de ma présentation. Je vais vous montrer en fait comment la culture aujourd'hui s'est immiscée un peu dans tous les aspects de l'agenda métropolitain, mais de plus en plus aussi comment la culture est devenue un ingrédient clé par ses infrastructures des stratégies métropolitaines. Donc, nous partirons ensuite sur une analyse des caractéristiques communes des districts culturels et créatifs, puisque cela devient un peu, il y a un engouement aujourd'hui autour de ces clusters culturels. Nous verrons ensuite comment ils sont un ingrédient en fait pour revitaliser les territoires, pour augmenter l'attractivité aussi de ces territoires, avec aussi un pendant négatif qui est évidemment la gentrification des quartiers qui les accueillent. Et nous finirons aussi sur une vision un peu différente aujourd'hui que l'on a pu constater chez certains quartiers culturels et créatifs de leur intégration en amont, en fait, dans les stratégies territoriales et souvent dans le cadre de stratégies d'urbanisme temporaire. Alors peut-être pour vous situer d'où je parle, donc je travaille à l'Institut Paris Région. C'est une association qui a été fondée en 1960 par l'État français et qui a été repris par la région Île-de-France dans les années 80 à la suite de la décentralisation. Nous sommes un centre, en fait, un think tank qui analyse, qui conseille les pouvoirs publics sur leurs politiques et les stratégies à suivre sur différents aspects. Nous travaillons sur l'économie, les transports, l'habitat, la sécurité, l'environnement et bien sûr la culture. Nous sommes plus de 200 experts, travaillés donc sur toutes ces composantes de la vie quotidienne des citoyens et des habitants de l'Île-de-France. Pour vous donner une idée, en Île-de-France, il y a 12 millions d'habitants. Nous avons aussi beaucoup de partenaires en France et à l'étranger sur ces questions. Et sur la question de la culture, c'est une question sur laquelle nous travaillons depuis 2005, moi et puis aussi d'autres collègues. Nous sommes d'abord attachés à parler des équipements culturels. Nous avons ensuite travaillé sur la question des industries culturelles, puis les industries créatives, en s'inspirant des travaux qu'avait conduit Londres sur les métropoles anglaises qui étaient en désindustrialisation et qui s'étaient reconverties grâce aux industries créatives. Nous avons été pionniers en France sur cette approche. Et depuis quelques années, en fait, on s'intéresse beaucoup à la dimension du cluster créatif et à l'écosystème créatif et aux districts culturels. Donc pour cette présentation, je vais vous présenter, en fait, je vais m'inspirer d'études de cas qu'on a conduit dans le cadre de 4 travaux sur les industries culturelles et créatives. Et toutes ces études, vous pouvez les retrouver sur notre site internet. Alors, certaines sont en français, on en a traduit quelques-unes en anglais, donc vous pouvez retrouver des études de cas qui sont en France, mais aussi à l'étranger, sur tous les continents.
Je vais vous dire aussi 2 mots sur le World Cities Culture Report, qui est en fait issu d'un réseau dont l'Institut Paris Région est membre fondateur, qui s'appelle le WCCF, le World Cities Culture Forum, et qui publie en fait avec ses 40 villes membres un certain nombre de rapports. Il y a beaucoup de benchmarks sur les initiatives qui sont conduites dans nos villes respectives et beaucoup d'éléments aussi sur les districts culturels. Alors aujourd'hui, la culture, en fait, elle existe à part entière dans les agendas culturels des grandes villes mondes. C'est à la fois une composante sur la cohésion sociale, l'éducation. C'est un secteur économique qui est très important et qui a des porosités avec d'autres secteurs comme le tourisme, le numérique, qui intègre largement les contenus culturels. Ça a une dimension, quand on parle d'aménagement sur l'espace public, ça a évidemment une dimension d'intégration sur la sécurité, sur la santé des gens. Donc aujourd'hui, elle est partout. Elle est devenue un outil de régénération urbaine, un outil d'attractivité, avec évidemment tous les risques d'instrumentalisation qui vont avec. Mais elle est très, très active en fait et mobilisée par les pouvoirs publics parce qu'elle a un grand pouvoir transformateur. Dans ce contexte, en fait, on a observé qu'il y avait une recrudescence de quartiers culturels et créatifs. Alors, ce n'est pas un phénomène nouveau. Depuis des années, on peut penser à Saint-Germain-des-Prés à Paris avec les écrivains, on peut penser à Berlin avec les squats d'artistes des années 90. Donc, les quartiers culturels et créatifs, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais aujourd'hui, il y a une recrudescence parce que les pouvoirs publics voit en fait un moyen de régénérer des territoires, de créer de l'attractivité, de l'identité. Donc, c'est quelque chose aujourd'hui qui apparaît dans les politiques culturelles pour finalement développer des clusters autour des industries culturelles et créatives, pour revitaliser des territoires qui ont été affectés par la désindustrialisation, qui connaissent aujourd'hui des difficultés sociales. Et tout ça, ça permet aussi d'améliorer l'attractivité, d'attirer des touristes. Donc, gros engouement sur les quartiers culturels et créatifs. Alors là, je vous ai mis une définition, il n'y en a pas une seule, hein, les contours sont assez flous et on va le voir, il y a une grande diversité de quartiers culturels. Mais dans l'ensemble, en fait, on s'aperçoit qu'il y a une forte densité d'équipements culturels structurants comme des musées, des théâtres. Ce sont aussi des lieux de création artistique, ce sont des lieux qui produisent de la culture, pas juste des lieux de diffusion. Donc, on va retrouver des ateliers d'artistes, par exemple. D'autres acteurs clés, on va revenir dessus un peu plus tard, beaucoup d'événementiels autour de ces lieux. Et tout ça, ça crée une dynamique et ça anime un écosystème créatif. Alors, il y a peut-être pour incarner un peu cette définition, je vais revenir légèrement sur le quartier des spectacles à Montréal, qui est souvent cité en exemple. Il est aujourd'hui largement développé puisqu'il a commencé ses premiers développements dans les années 2000 de manière un peu spontanée dans un quartier qui connaissait des difficultés, c'était le Red Light District de Montréal. Là, vous voyez sur cette image la carte en fait, du district et il regroupe en fait toutes les composantes de ce qu'on appelle un écosystème d'un district culturel et créatif. Donc, il y a des lieux culturels structurants, il y a aussi des choses qui s'apparentent à du off, beaucoup d'événementiels, des emplois culturels, donc des habitants. C'est un quartier à part entière. Je crois que le quartier s'étale sur 1 km². Il y a 12 000 habitants, 7 000 travailleurs des industries culturelles et créatives sur le site. On compte aussi de nombreux musées, 66 musées sur le site, 86 théâtres, plus de 384 festivals. L'animation, en fait, est aujourd'hui faite par le partenariat du Quartier des Spectacles, qui est un organisme à but non lucratif qui a été créé par la Ville de Montréal en 2003. Il y joue un rôle crucial aujourd'hui. Beaucoup d'immobilier qui est lié à l'économie culturelle, mais aussi de l'immobilier résidentiel. Alors aujourd'hui, ça crée aussi des tensions dans le quartier puisque les prix de l'immobilier ont largement augmenté, qu'il y a aussi des phénomènes de gentrification, des problèmes de voisinage, puisque évidemment les habitants ne sont pas toujours contents d'avoir
autant d'animation et de bruit en bas de chez eux. Donc ce quartier, en fait, il concentre un peu tous les ingrédients. Il est très bien relié par les transports. Il a une gouvernance qui fonctionne très bien. Il est relié à d'autres clusters dans le monde. Voilà, donc c'est un bon exemple de ce que peut être un quartier culturel et créatif. Mais il est évidemment très lié au contexte de Montréal, qui est une ville créative, qui avait déjà de nombreux atouts sur les industries culturelles et créatives. C'est une ville touristique. Donc voilà, tout ça montre aussi qu'il y a des spécificités qui font que chaque quartier culturel a son propre ADN. Donc, on a essayé dans le cadre de nos travaux de regarder en fait quelles étaient quand même les caractéristiques communes des quartiers culturels et créatifs. Alors s'ils sont chacun un petit peu différents, on va le voir dans cette présentation, ils ont des caractéristiques communes. Donc souvent il y a un terreau culturel existant au démarrage. Soit peut être un collectif d'artistes, ça peut être des musées, ça peut être des festivals qui ont tendance à se reproduire sur un même site. Et ce terreau, en fait, va être le point d'ancrage pour développer tout autour une dynamique autour d'un quartier culturel. Autre point un peu clé, c'est l'accessibilité. Ce sont des lieux qui sont alors soit dans des anciens sites industriels, soit en proche périphérie des métropoles. Ils sont souvent bien connectés aux transports en commun. C'est assez important parce qu'en fait, si on regarde les fonctionnements des écosystèmes créatifs, les artistes et les entreprises des artistes des secteurs culturels ont besoin d'une certaine centralité en fait pour trouver les réseaux, pour travailler ensemble. Ils fonctionnent beaucoup en logique de projet et en fait la proximité à la ville-centre est quelque chose de très important pour eux parce que c'est là qu'ils vont trouver les connexions et les réseaux dont ils ont besoin pour travailler sur leurs projets. On a dans les caractéristiques aussi les atouts locaux. Il faut trouver des espaces qui ont des loyers qui sont abordables, attractifs, puisque les artistes ont besoin quand même souvent de trouver des espaces qui sont assez grands, qui peuvent avoir des volumes pour certains. Ils ont besoin de travailler justement dans des espaces un peu atypiques et qui ont du cachet. Donc, d'où l'attirance aussi pour les culturels. Alors, d'autres composantes sur lesquelles je vais revenir un peu plus en détail, c'est un quartier culturel et créatif. Il y a toujours un réseau dynamique d'acteurs. Donc, on trouve une grande diversité de sites, d'acteurs présents dans les quartiers culturels. Par exemple, au premier chef, on va trouver des équipements culturels structurants. Donc, ça peut être des musées, des théâtres, des salles de spectacle, des lieux de concert. Il y a aussi des lieux d'exposition secondaires, un petit peu plus modestes parfois dans leurs composantes, mais qui peuvent être aussi finalement des lieux de production culturelle très importants pour ces quartiers culturels, des espaces de création pour les artistes. Alors ça peut être des ateliers, ça peut être des résidences d'artistes. On va trouver aussi des commerces culturels, des librairies, des lieux de diffusion, des cinémas, voilà. Des activités aussi commerciales qui ne sont pas forcément culturelles, mais qui vont faire partie de la vie du lieu. Donc on va trouver par exemple des bars, des restaurants, toutes sortes de lieux qui peuvent participer de l'animation du site. Des entreprises culturelles, mais pas que. On va trouver aussi des startups, des Fab Labs. Certains quartiers culturels et créatifs sont très liés aussi à l'économie sociale et solidaire. D'autres sont liés aux activités liées à l'environnement, au réemploi, à la réutilisation des matériaux. Donc tout ça, souvent fonctionne assez bien dans les quartiers culturels et créatifs. Une autre dimension importante, ça peut être les universités, les écoles d'art, de design, qui sont présentes souvent et mobilisées dans ces quartiers culturels. On observe aussi une programmation culturelle qui est riche, de l'événementiel et des lieux de loisirs, des lieux festifs. Il peut y avoir des boîtes de nuit dans certains quartiers. Donc le quartier vit en fait au gré de la journée, à la fois comme un lieu de travail, un lieu de découverte pour les habitants, un lieu de participation aussi, d'éducation artistique, et aussi un lieu festif la nuit. Tout ce réseau qui bouillonne, il n'est pas déconnecté dans le quartier de l'écosystème culturel qui existe dans la métropole. Dans la métropole, en fait, souvent, on va trouver l'écosystème culturel avec toutes ses composantes, à la fois les secteurs des industries culturelles et créatives, que ce soit le film, l'audiovisuel,
l'édition de livres, de presse, le design, l'architecture, la publicité, le patrimoine, enfin, etc. Tous ces acteurs des industries culturelles et créatives sont connectés aux éléments qui sont dans le district culturel et créatif. C'est très important en fait de voir qu'il y a souvent plusieurs quartiers culturels et créatifs au sein d'une métropole et qu'ils sont connectés entre eux. Alors, ils aiment bien souvent se regrouper entre eux, mais les, la pertinence de l'écosystème créatif, elle se fait souvent à une échelle un peu plus large. Et on va y trouver aussi le bassin de consommation culturelle avec finalement tous les gens qui vont venir visiter le quartier culturel et créatif, qui sont des acteurs de la métropole. Ils vont y venir pour une raison de travail, pour une raison de loisir. Ça peut être aussi des habitants qui sont attirés par ce quartier culturel et créatif. Il y a aussi un impact qui peut se faire avec d'autres secteurs d'activité. On va revenir dessus, mais ce sont souvent des composantes clés pour le tourisme, pour le lien aussi avec d'autres secteurs comme le numérique. Et les quartiers culturels et créatifs souvent incorporent une dimension numérique à travers des startups, par exemple. Il y a évidemment au niveau de la métropole, on va retrouver tous les pouvoirs publics, les collectivités locales, les financeurs. Tous ces éléments, en fait, ne sont pas déconnectés du quartier culturel et créatif. Et il faut bien penser à les intégrer quand on regarde la gouvernance. Alors, la gouvernance des quartiers culturels et créatifs, c'est hyper essentiel parce que souvent, en fait, on va regrouper dans un quartier culturel et créatif des acteurs qui ont des intérêts divergents. Alors, ils ont besoin d'une gouvernance dans laquelle ils se retrouvent et avec laquelle ils peuvent faire des projets et faire vivre ce quartier. On s'aperçoit souvent que les quartiers culturels et créatifs, ils connaissent plusieurs phases. Il y a d'abord une phase d'émergence où c'est souvent un regroupement d'artistes qui, pour des raisons pratiques, parce qu'ils ont investi une grande friche, se retrouvent à mutualiser certaines choses et puis à travailler ensemble. Après, on va commencer à voir d'autres activités qui vont venir se regrouper. La puissance publique va peut-être choisir d'implanter un équipement culturel un peu structurant sur le site. Et après, petit à petit, les choses vont grossir et on va arriver à une phase de maturité où il va y avoir des stratégies de branding, de communication, de festival, d'animation du lieu. Donc les modèles de gouvernance, ils évoluent au fil du temps, au fil du cycle de vie du quartier culturel. Et la gouvernance, elle a évidemment un impact sur le type d'activité qu'on retrouve dans le quartier culturel. Donc là, sur la droite, je vous ai mis un peu une espèce de gradient, en fait, dans la gouvernance du quartier qui est complètement géré par les artistes, donc qui n'est pas institutionnalisé, qui n'est pas centralisé, c'est quelque chose de très bottom-up, au quartier le plus top-down, qui est souvent commandité par la puissance publique. C'est un quartier qui est créé ex nihilo, à un endroit donné, on décide d'implanter souvent de gros équipements structurants et de donner un cachet culturel à ce quartier. Et entre les deux, eh ben, il y a des différents éléments qui peuvent être mobilisés. Ça peut être des organisations à but non lucratif qui gèrent le lieu. Ça peut être aussi des partenariats publics-privés avec, par exemple, la puissance publique qui n'a pas assez d'argent en fait, pour tout conduire. Et il y a un intégrateur privé qui va être un aménageur, qui peut être aussi un animateur du lieu culturel. Et on est sur des modèles hybrides qui sont aujourd'hui très développés dans les quartiers culturels qu'on a pu observer. Donc, je vais vous montrer un premier exemple en fait, entre cette espèce de balance entre le top-down et le bottom-up. Là, on est en France, à Nantes. À Nantes, donc on est dans l'ouest de la France. C'est une ville métropolitaine assez importante en France, qui aujourd'hui a deux quartiers culturels et créatifs assez intéressants. Un qui est très connu, qui s'appelle le quartier de la création, qui est un quartier qui a été aménagé, qui aujourd'hui est très reconnu. Et en face, un quartier plus off, qui est un quartier qui est aujourd'hui piloté, on va dire, par les artistes, et qui s'appelle les Olivettes. Et c'est quelque part le off du quartier de la création qui est en face. Donc sur cette carte, vous voyez les deux quartiers, leur implantation dans Nantes, envers le quartier de la création, qui est un quartier qui regroupe beaucoup d'éléments structurants. Donc il y a une école nationale d'architecture, une école des beaux-arts, des galeries, des bars, des lieux de production culturelle, avec l'animation du quartier qui est largement pilotée aujourd'hui par le quartier de la création.
On y trouve aussi les machines de Lille, donc qui sont ces espèces de grands éléphants, vous pouvez peut-être connaître. Ils sont très connus aujourd'hui dans le monde entier. Et le quartier de la création, aujourd'hui, il est membre du réseau des districts culturels, le J, que je ne vous dise pas de bêtises, le Global Cultural District Network. Donc on est sur quelque chose de très institutionnalisé, avec un fort pouvoir d'attraction. Et en face, vous avez le quartier des Olivettes, qui est géré par des artistes, qui, depuis de nombreuses années, avec des collectifs d'artistes, des lieux de spectacle, des lieux où vous pouvez trouver des loyers qui sont très encadrés, pas chers, pour que des artistes qui démarrent leur carrière puissent trouver des espaces. Et les deux cohabitent très bien, et on voit bien que finalement, tout l'intérêt pour une métropole aujourd'hui, c'est d'avoir une diversité de lieux créatifs où chacun, en fonction en fait de son parcours et de sa maturité dans son activité artistique, peut trouver un lieu pour créer, se développer. Et aussi, et ben, du coup, ça permet aux habitants d'avoir une offre culturelle beaucoup plus riche. Un autre élément clé des quartiers culturels et créatifs, ce sont la densité, en fait. Il faut une certaine densité dans le lieu culturel pour qu'il existe. Il faut que l'offre culturelle trouve un écrin pour pouvoir rayonner. Donc ça passe par évidemment des lieux culturels, de la production aussi culturelle, des industries culturelles, mais cette animation, elle se fait aussi par la programmation. Des programmations communes avec les différents acteurs du quartier, donc ça va être des festivals, des événements temporaires, et il y a aussi tout ce qui touche autour du branding, tout ce qui va donner en fait l'impression quand on rentre dans le quartier qu'on est dans un lieu spécial. Donc il y a un travail qui se fait sur les espaces publics, sur la voirie, la piétonisation de certaines places, et parfois un élément de marque aussi, une marque commune avec un logo qui va donner aussi un sentiment de fierté aux résidents du quartier culturel et créatif, qui va leur permettre d'avoir plus de visibilité, quelque chose qui est immédiatement reconnaissable. Parfois, ce sont des marquages sonores dans le quartier. Voilà. Donc là, vous avez l'exemple du Museumsquartier à Vienne, qui est un quartier de musée. Ce sont les anciennes écuries royales de Vienne qui ont été réhabilitées et transformées en gardant une partie de l'ancien patrimoine et en construisant aussi de nouveau, et qui s'est structuré autour de grands musées. C'est un lieu très vivant sur lequel il y a de l'événementiel, il y a aussi beaucoup de restaurants et de bars qui font vivre le lieu. Mais on est quand même dans un lieu qui est plus sur la diffusion que de la production culturelle. Donc parfois, on utilise aussi les quartiers culturels et créatifs pour des projets en fait urbains et sociaux. Projets urbains parce qu'on est parfois dans des quartiers qui sont d'anciens quartiers industriels, qui ont été délaissés, qui ont un manque en infrastructures culturelles. Là, vous voyez sur la droite la Cité du Design à Saint-Étienne en France, qui était une ancienne armurerie, ancien quartier industriel délaissé, qui a choisi de se repositionner sur le design en intégrant de plus en plus de composantes autour du design, que ce soit des écoles, des entreprises. Et aujourd'hui, il y a un fort rayonnement qui dépasse largement la France sur ces aspects. Donc ça a été un outil de régénération urbaine, un outil aussi de réappropriation par les habitants de leur identité. C'est un lieu d'identité, c'est un quartier qui est aujourd'hui très apprécié par les habitants. Ça a aussi été un vecteur d'attractivité, puisque aujourd'hui, Saint-Étienne a complètement changé son image. Et c'est aussi un lieu de développement économique, puisque de plus en plus d'entreprises viennent s'implanter autour. Alors, ça peut aussi avoir un pendant. Là, je vous ai mis aussi la photo de la Helix Factory à Lisbonne. Ce lieu, aujourd'hui, il accueille certes des entreprises des secteurs culturels et créatifs, mais il accueille aussi beaucoup de bars, de restaurants, de lieux de loisirs. C'est devenu un lieu touristique, et aujourd'hui, pour avoir discuté avec certains de ses résidents, de plus en plus, ils se sentent évincés en fait, du lieu, et il y a une désappropriation des artistes vis-à-vis de tout cet affichage aujourd'hui qui est plus touristique et dans lequel ils ne se reconnaissent pas. Et, euh, et donc, du coup, c'est un des points un point de vigilance sur lequel il faut faire attention. C'est toujours conserver cette balance, cet équilibre entre
un lieu qui a une authenticité et en même temps un lieu qui a de l'attractivité pour les touristes et les habitants. Donc, si on parle de la gentrification aujourd'hui, donc c'est un point d'alerte. Là, je vous ai mis West Kowloon Cultural District à Hong Kong et le East Bank à Londres. Ce sont des quartiers qui ont été créés ex nihilo. Et du coup, quand on crée un quartier ex nihilo, souvent, on enlève les habitants qui étaient là avant. Il y a un risque aussi de dégager un petit peu les artistes qui avaient commencé en fait à faire émerger ce quartier. Donc Londres, j'ai insisté sur Londres. Londres a ce problème en fait aujourd'hui parce qu'ils ont sur tout leur quartier culturel et créatif, là, il y en a à peu près 17 qui ont été identifiés à Londres, un problème aujourd'hui avec les toutes petites structures culturelles qui sont évincées. Donc ils ont essayé de créer ce qu'ils appellent des Creative Enterprise Zones. Ils en ont 6 à ce jour, donc l'idée c'est de l'étendre à l'ensemble de Londres. Ils ont investi 11 millions de livres sterling pour essayer de préempter des sites, de garder des loyers attractifs pour les artistes, pour qu'ils puissent rester à l'intérieur des quartiers qu'ils ont vus naître. Donc c'est quelque chose, ils ont peu de moyens, mais voilà, c'est essayer quand même de garder l'authenticité de ces lieux et de freiner un peu toute cet emballement aujourd'hui des aménageurs pour les quartiers culturels. Un quartier emblématique de cette appétence pour les quartiers culturels, c'est East Bank, qui est dans l'ancien site olympique des JO de Londres de 2012. Ça va être un énorme quartier culturel et créatif, complètement aménagé. Alors, il y a le ministère, il y a l'État qui investit dessus, la municipalité de Londres et la London Legacy Development Corporation. Il y a plus d'1,5 milliard d'investissements. L'idée, c'est de créer 2500 emplois, d'avoir plus d'1,5 million de visiteurs par an et plus de 10 000 étudiants. C'est à la fois un campus universitaire et un cluster culturel. Il y a des extensions de grands musées culturels de Londres, comme Sadler's Wells, la Victoria and Albert Museum, le Smithsonian Institution, qui vont créer en fait des nouveaux lieux sur ce nouveau cluster. Mais comme vous le voyez sur les plans, on est sur quelque chose un peu hors sol. Donc, toute la difficulté aujourd'hui pour les autorités de Londres, c'est de faire en sorte que ce quartier se connecte aux quartiers culturels que sont Hackney et Shoreditch, qui sont pas très loin aussi de East Bank, et qui sont des quartiers culturels qui ont connu, en fait, qui ont émergé dans les années 2000 et qui sont aujourd'hui très très prisés des Anglais et aussi de leurs visiteurs internationaux, et qui ont du cachet. Et toute la difficulté, voilà, c'est de faire ce maillage à l'intérieur de la ville et de préserver en même temps l'identité de tous ces quartiers culturels et d'éviter un peu l'homogénéisation avec des bâtiments qui se ressemblent et qui sont un peu des grosses locomotives culturelles. Donc je vais, dans mon dernier point, revenir en fait sur comment on peut avoir une autre vision des quartiers culturels et créatifs et de les voir comme des outils en fait de développement des stratégies territoriales. Et pour cela, en fait, on va se placer très très en amont des stratégies territoriales. Et c'est quelque chose que nous, on observe beaucoup en Île-de-France. Donc, je vais utiliser l'exemple de la région de Paris sur ces questions. On a, comme beaucoup de métropoles, aujourd'hui un problème d'accès aux espaces pour la culture. Trouver des espaces abordables et des lieux de travail accessibles pour les artistes et pour les petites structures culturelles, c'est un vrai enjeu. On a aussi un problème de saturation des lieux culturels dans la ville, dans Paris même. Vous faites beaucoup la queue pour aller au musée, alors qu'il y a énormément de ressources aujourd'hui tout autour de Paris, dans les banlieues, et beaucoup de diversité culturelle. Donc, les districts culturels, on va le voir, ce sont des lieux en fait qui permettent de donner accès à des lieux pas chers, des lieux qui ont beaucoup de cachets, qui sont des écrins aussi pour la culture, qui peuvent être des lieux
pas juste un décor pour mettre des bars et des restaurants, mais qui sont des lieux en fait de production culturelle qui enrichissent en fait la diversité de la production culturelle métropolitaine. Et il y a beaucoup de réseaux, de petits réseaux locaux qui sont très connectés, très vivants, des communautés aussi qui sont très actives et qui essaient d'avoir une participation citoyenne très forte. Donc ce sont de formidables outils pour la revitalisation urbaine, pour améliorer aussi l'image des quartiers. Ça, c'est une réalité. Et du coup, je vais vous présenter en fait pourquoi on s'y intéresse. En fait, si là, sur cette carte, vous voyez, donc on est en Île-de-France, à Paris, donc la région de Paris. Je vous ai dit qu'il y avait 12 millions d'habitants qui sont assez bien répartis sur l'ensemble du territoire. Et tout au centre de ces cartes, c'est la ville de Paris. Sur cette carte, vous voyez les infrastructures culturelles classiques. Donc les musées, les théâtres, les conservatoires, les cinémas, les librairies, enfin les bibliothèques, et tout ce qui est monument historique. Et vous voyez la très très forte polarisation dans le centre de Paris. Donc là, c'est sur juste les infrastructures culturelles. Si on regarde sur les emplois, même constat, la plupart des industries culturelles et créatives, elles trouvent en fait naturellement, pour des raisons historiques ou des raisons d'effet d'aubaine, d'habitude de travail des artistes et des actifs des industries culturelles et créatives, elles sont très centrées dans Paris. Si on regarde aussi la nuit, là, ce sont les activités festives la nuit. Qu'est-ce qui reste ouvert la nuit? Où est-ce qu'on fait la fête? Vous voyez la carte de l'Île-de-France en bas et Paris dans le petit encadré. Donc, quasiment tout se passe à Paris après 22 heures. Donc, pour nous, c'est une grosse difficulté quand on dit qu'on doit servir une population de 12 millions d'habitants qui est largement diffuse sur l'ensemble du territoire francilien, de se dire que toute la vie culturelle, elle a lieu dans quelques lieux très concentrés sur Paris et les très proches communes tout autour. Donc du coup, on s'est dit, mais sur quoi on peut appuyer en fait le développement et la diffusion en fait de l'offre culturelle, de la vie culturelle dans la métropole. Et on a commencé à regarder évidemment les nouveaux lieux qui émergeaient. Et on s'aperçoit que ces nouveaux lieux culturels, ils sont souvent hybrides. Ils sont culturels, mais pas que. Ils ont souvent une autre composante. Alors ça peut être un incubateur parce que c'est très à la mode. Ça peut être des activités d'économie sociale et solidaire. Ça peut être des associations d'habitants. Voilà. Et souvent, ce sont des lieux qui réinvestissent d'anciens patrimoines industriels, d'anciennes friches et qui sont quand même des lieux avec beaucoup de foncier disponible. Donc, il y en a dans Paris, dans les quartiers, on va dire, les plus défavorisés de Paris, et il y en a beaucoup en banlieue. Et du coup, ces lieux, aujourd'hui, ils ont une vitalité assez incroyable, et ce sont des petits quartiers culturels et créatifs. Donc, on n'est pas, nous, dans la configuration de Montréal ou de Vienne, qui ont des gros quartiers culturels et créatifs, mais à Paris, on va trouver plein de petits quartiers culturels et créatifs, qui souvent ont des connexions entre eux, parce que les collectifs qui les investissent passent de l'un à l'autre, se connaissent entre eux. Et c'est toute une vitalité aujourd'hui du tissu culturel qui se joue à cet échelon très très fin du quartier culturel et créatif, et sur lesquels les pouvoirs publics aujourd'hui investissent. Donc ça va être les communes qui vont investir dans des lieux, ou alors elles vont financer des collectifs pour qu'ils fassent des projets, elles vont financer de l'animation, ou alors elles vont financer des festivals, ou alors elles vont financer aussi du dur. Ça va être, on va améliorer les infrastructures en transport en commun, on va essayer d'améliorer tous les aspects, les aménités urbaines, les enrobages sur les sols, la signalétique. Donc, tout ce qui fait, on va dire, la qualité urbaine, ça va être des éléments sur lesquels les pouvoirs publics vont pouvoir travailler. Autre élément important sur lesquels les pouvoirs publics ont une prise, c'est l'urbanisme temporaire. En fait, pour tester des usages aujourd'hui, pour expérimenter qu'est-ce qui va marcher dans un quartier, on va utiliser en fait l'urbanisme temporaire parce qu'il va permettre des expérimentations. On va essayer de trouver finalement la gouvernance qui fonctionne et ça permet de tester pendant 1 an, 2 ans avec des collectifs d'artistes un lieu et son usage et voir comment on peut l'ancrer localement avec les habitants, d'essayer de voir quels sont les besoins locaux, d'avoir quelque chose qui finalement est très spécifique et qui n'est pas une solution plaquée ex nihilo. Et du coup, aujourd'hui, il y a
fort engouement dans la région, mais aussi on le voit nous avec dans le réseau WCCF, toutes les autres grandes villes monde aujourd'hui utilisent beaucoup l'urbanisme temporaire au sein des quartiers culturels et créatifs. Donc là, je vais vous montrer en fait l'Orfèvrerie, qui est un vrai laboratoire urbain. L'Orfèvrerie, on est à Saint-Denis en France, dans le nord de Paris. C'est une ancienne ville industrielle, Saint-Denis, qui a beaucoup de friches. L'Orfèvrerie, c'est un lieu qui est très très grand. Aujourd'hui, il accueille plus de 200 artistes dans les arts visuels. On a des plasticiens, des photographes, des architectes. Il y a des lieux de tournage, de diffusion. Il y a sur place aussi d'autres activités qui ne sont pas forcément liées à la culture. Vous trouvez des entreprises qui sont liées à l'économie sociale et solidaire et aussi des entreprises qui font du réemploi avec des matériaux. Et il y a des porosités avec les architectes qui sont présents sur le site. Et c'est un exemple intéressant parce que ce quartier, initialement, s'il avait été aménagé directement, il serait devenu en fait un quartier de bureaux. Et en fait, là, il y a un vieux patrimoine industriel. Il ne savait pas trop quoi faire. L'aménageur, c'est un aménageur privé, ne savait pas trop quoi faire de ce lieu. Et il a décidé de tenter, on va dire, l'aventure de l'urbanisme temporaire et de le transformer en quartier culturel et créatif, mais en quartier de production. C'est-à-dire que c'est un lieu de production culturelle. Il n'est pas ouvert au public. C'est un lieu fermé sur lequel travaillent finalement des artistes. Des artistes qui sont très ancrés dans le nord de l'Île-de-France. Certains habitent à Paris, mais d'autres habitent dans la banlieue environnante de l'Orfèvrerie. Aujourd'hui, c'est un vrai succès. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que en fait, l'aménageur, aujourd'hui, se dit qu'il va aménager à terme différemment son quartier. Il ne va pas finir cette aventure du quartier temporaire pour basculer sur de l'immobilier tertiaire classique. Il va essayer en fait d'en faire un village culturel. Alors il y aura certes des bureaux pour des entreprises du tertiaire, comme on peut trouver dans les grands quartiers d'affaires, mais il va essayer de conserver en fait cette composante culturelle avec des artistes et parce qu'il s'est rendu compte en fait du pouvoir en fait transformateur de ces sites et de l'image, le bénéfice d'image qu'il pouvait en tirer, et en fait de la viabilité aussi, parce qu'il avait peur, lui, initialement, que les artistes et les industries culturelles sur ce site, finalement, ne payent pas. Et en fait, c'est rentable. Donc, le fait d'avoir utilisé l'urbanisme temporaire, ça a permis de tester en fait l'usage, se rendre compte que ce modèle économique était viable, et aujourd'hui de le faire perdurer. Donc, je trouve ça très intéressant, en fait, de trouver comment une collectivité met à disposition un site, un aménageur va le transformer, on va avoir des collectifs d'artistes ou des collectifs spécialisés qui vont trouver en fait les structures à intégrer dans le site. La gouvernance va se monter en marchant et puis petit à petit on arrive à une solution qui est viable et intéressante, qui a un ancrage local, qui donne de la fierté aux habitants. C'est une vitrine pour le territoire. On a un lieu qui est un lieu de production, de diffusion. Je trouve que c'est très intéressant aussi de s'interroger sur ce genre d'urbanisme aujourd'hui dans les villes où il y a de grosses tensions pour trouver des espaces. Et finalement, les quartiers culturels, là, sont une solution à l'échelle métropolitaine pour les artistes et aussi pour donner un peu pour revitaliser, pour lancer l'impulsion en fait pour transformer un quartier. Donc en conclusion, je voudrais que les quartiers culturels et créatifs, c'est aujourd'hui un formidable atout pour les territoires en termes d'attractivité, de storytelling. Ça permet de réinventer un récit territorial avec les habitants. C'est bien pour maintenir les artistes dans la ville. On voit aussi que la culture est un formidable outil de régénération urbaine. Elle est un moteur aujourd'hui, elle est de plus en plus intégrée très en amont aujourd'hui dans les stratégies métropolitaines des grandes villes. Elle permet d'expérimenter de nouveaux usages, elle est de plus en plus hybride. C'est rare aujourd'hui d'avoir un quartier où il n'y a qu'un seul élément, un quartier culturel créatif où il n'y a qu'un musée, par exemple. C'est quelque chose aujourd'hui qui se fait de moins en moins. On voit une hybridation avec d'autres secteurs d'activité, avec
toutes sortes de secteurs des industries culturelles et créatives qui sont des maillons de l'ensemble de la chaîne de production des industries culturelles et créatives. On essaie de garder un peu toute la diversité du maillage, en fait, qui font en fait la solidité aujourd'hui des quartiers culturels et créatifs. C'est aussi un moyen d'intégrer de nouvelles communautés et d'améliorer les espaces publics. Donc ça, c'est très intéressant pour les habitants qui vont pouvoir y trouver un lieu. Peut-être parfois certains vont oser aller dans un quartier culturel et créatif qui est peut-être moins institutionnel ou qui fait moins peur pour certains que le grand musée métropolitain classique ou la galerie d'art qui peut faire un peu peur. En fait, le quartier culturel et créatif, il y a quelque chose de très convivial qui fait que les gens viennent souvent pour une raison. Ils vont peut-être commencer par aller au restaurant et puis après, ils iront dans la galerie d'art ou dans le musée, où ils iront voir les, les œuvres qui sont proposées par les artistes dans les théâtres du quartier culturel et créatif. Donc toute la difficulté, c'est de trouver une balance entre l'attractivité et l'inclusion. Le risque, évidemment, c'est que le quartier, au bout d'un moment, attire des acteurs qui sont dans de la promotion culturelle et de chasser ce qui avait fait son ADN au tout début. Donc, c'est voir comment il arrive à maintenir cette inclusion et comment, évidemment, il permet la participation des citoyens donc, dans la diversité et puis l'équité. Alors, juste pour finir, il y a quand même de grosses difficultés qui parfois sont inhérentes au développement de quartiers culturels et créatifs. On est sur des infrastructures qui sont parfois surdimensionnées. On l'a vu sur Londres, par exemple, avec le quartier d'East Bank. Ce sont de très, très grandes infrastructures qu'il va falloir remplir avec des entreprises culturelles. C'est quelque chose qui... Le risque, souvent, c'est de déshabiller un autre quartier culturel qui était à proximité pour pouvoir remplir les nouveaux bâtiments. Donc, ça peut créer des inégalités territoriales. Et puis, il y a un risque aussi d'homogénéisation entre les quartiers culturels, où aujourd'hui, on construit un peu les mêmes bâtiments d'un quartier culturel à l'autre dans le monde, et on ne va plus voir qu'est-ce qui fait l'ADN et la spécificité d'un quartier. Un autre problème qu'on a, nous, vu dans nos études, c'est que le financement culturel qui vient des pouvoirs publics, parfois, il est redirigé vers les quartiers culturels, et il est redirigé, mais au détriment de la production culturelle classique, c'est-à-dire qu'on va moins investir dans la programmation culturelle comme on pouvait le faire avant, on va investir dans le lieu, dans une friche par exemple, mais ce même quartier culturel et créatif dans lequel les pouvoirs publics investissent, parfois n'a que de très petites composantes culturelles, c'est-à-dire qu'en fait, on va soutenir des bars, des restaurants, mais pas de la production culturelle. Et comme les moyens des collectivités locales aujourd'hui sont de plus en plus limités et vont de plus en plus être limités, il y a un risque d'appauvrissement de la production culturelle. Donc il faut toujours avoir ça en tête, c'est de dire comment je conserve de la production et de la création artistique et culturelle au sein de mon quartier culturel et créatif. Et évidemment, l'autre pendant, c'est la gentrification sur lequel on a peu de prise. Alors ça peut être évidemment de créer des logements qui sont abordables, des logements à la fois pour les habitants, des logements sociaux, mais aussi pour les artistes, avoir des résidences d'artistes qui permettent de les maintenir sur le site alors même que les loyers flambent. Mais c'est quelque chose qui est assez délicat dans certains contextes où parfois, évidemment, les pouvoirs publics n'ont pas toujours la main. Donc voilà, je terminerai sur cette petite note négative du quartier culturel et créatif. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je remercie évidemment Paola pour cette invitation et Conexiones Creativas pour l'organisation de ces 3 jours. J'espère que vos échanges vont être très très riches et qu'ils ne vont pas être trop plombés par le contexte que nous connaissons aujourd'hui, c'est du Covid-19. Mais voilà, nous, en tout cas, on est très confiants en Île-de-France sur le fait que la culture va rebondir, parce qu'elle rebondit toujours. Les quartiers culturels et créatifs, quand ils sont authentiques et quand ils sont motivés et animés par des collectivités et des artistes qui croient en leurs projets, on n'a pas d'inquiétude, on sait qu'ils rebondiront et qu'ils arriveront à trouver des solutions.
Peut-être que par contre de grands projets qui ont été lancés comme ça, voilà, n'aboutiront pas ou vont être reportés, ça c'est sûr, c'est certain. Mais voilà, on sait que la culture, elle a des ressources incroyables pour rebondir. Donc, je vous souhaite de très très bons échanges. Je suis ravie d'avoir pu présenter nos travaux et j'espère à très bientôt. Merci beaucoup pour votre attention.